Bonjour et bienvenue à cette cinquième séance du cours public Anthropocène, âge du désastre, petite histoire des catastrophes technologiques et industrielles. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui représente probablement la quintessence de la catastrophe industrielle, Tchernobyl. Et il faut avouer que c'est vraiment pas facile de structurer un cours, une discussion autour de ce qui s'est passé la nuit du 26 avril 1986 au réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire Vladimir Lénine à Tchernobyl. Les arguments sont potentiellement infinis. Désastre total, les risques évités d'un souffle, d'un événement ultérieur qui aurait rendu inhabitable une partie gigantesque de l'Europe, l'évacuation, les rechutes sanitaires et puis l'atome, l'énergie nucléaire, tous ces enjeux jusqu'à arriver vraiment au cœur de notre rapport à la technologie. Et aussi à d'autres thèmes comme par exemple l'effondrement de l'expérience du socialisme réel. Donc il faudrait bien évidemment un cycle de séminaires à part entière dédié à Tchernobyl. Et ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté est d'une certaine manière est liée au contexte actuel de la guerre, un contexte qu'on a pu voir dans lequel la propagande des côtés joue un rôle fondamental. Alors le risque serait inévitablement de laisser traîner la discussion dans un terrain qui nous éloignerait vraiment des objectifs de ces cours. Et alors, je précise que les contenus de la séance d'aujourd'hui ont été élaborés et structurés bien avant les événements du mois de mars. Disons que les réflexions que moi j'ai faites, les études que j'ai faites sur Tchernobyl datent désormais de plusieurs années et ont concerné non seulement la tragédie et ses conséquences, bien évidemment, mais aussi d'un côté les rôles de cet événement, les rôles que la tragédie a eu dans l'effondrement du système soviétique, et de l'autre sur une question esthétique. Et oui, on verra pourquoi j'ai décidé d'employer les termes esthétiques en relation à Tchernobyl. L'un des fils rouges de tous ces cours, de tous les cours précédents, était constitué par une réflexion sur une idée des continuités des ruptures. Catastrophe industrielle marque-t-elle des ruptures, ou bien plutôt elles s'inscrivent dans une continuité, dans la continuité de cette idée pervertie de progrès. Or, nous arrivons presque à la fin et bien évidemment, tout laisse penser que ces événements sont inévitablement inscrits dans une démarche de continuité, dans un parcours que nous avons décidé d'emprunter en pleine conscience, à travers des impositions qui ont concerné tant les domaines des structures matérielles que celui des idéologies. D'ailleurs, comme on l'a répété plusieurs fois, comme le disait le sociologue Ulrich Beck, la modernité industrielle a créé une correspondance entre la production sociale de la richesse et la production sociale des risques. Sauf que, je dirais que peut-être on doit abandonner les termes des risques parce qu'ici on a vécu, on a vu des événements réellement concret, bien au-delà du risque. Donc, dans les cadres de cette dichotomie, rupture, catastrophe, Tchernobyl assume, si vous voulez, un rôle véritablement paradoxal. La tendance est celle de considérer cet événement comme une véritable rupture. Et cela est absolument indéniable pour au moins quelques domaines. Premièrement, on peut pas dire que Tchernobyl a été la seule cause de l'effondrement de l'Union soviétique, mais bien évidemment, il a joué un rôle énorme, tant d'un point de vue matériel, tant d'un point de vue politique, idéologique et culturel. Et puis on a les bouleversements dramatiques qui ont subi par des millions de personnes. Encore une fois, une rupture énorme. Et puis, il y a encore un domaine. Tchernobyl marque de manière probablement définitive l'effondrement d'une mythologie qui avait dominé toute la deuxième moitié du XXe siècle. L'atome pour la paix. Le nucléaire civil, celui qui fournit une électricité propre à faible coût et qui a été, entre guillemets, opposé au nucléaire sale, à la bombe atomique, à Hiroshima, à Nagasaki. Donc, ces ruptures sont indéniables.
et sont inévitables. Au moins dans ces domaines, on peut affirmer sans compte que oui, après Tchernobyl, les choses n'ont pas été comme avant. Et à témoigner peut-être ces grands impacts culturels et non seulement, intervient, comme je vous ai dit, un problème esthétique. Et oui, Tchernobyl est probablement l'un des rares événements de ce genre à avoir produit, entre autres, une esthétique propre, une esthétique qui s'est construite à travers un imaginaire, donc à travers des récits, des photographies, des documentaires, des reportages, des films, des séries télévisées, même de jeux vidéo et des bandes dessinées. Les bruits des compteurs Geiger, la zone interdite, la zone contaminée, il y a bien évidemment une référence au Stalker de Tarkovsky, et puis surtout Pripyat, le fleuron de l'urbanisation soviétique, l'Atomograd, ville moderne, ville jeune, avec ses théâtres, ses appartements un peu plus grands que la moyenne, piscine, école, et même une proximité avec une nature verdoyante. Et alors, un peu comme la fameuse silhouette de la centrale avec sa cheminée, les images de ces rues abandonnées à jamais, les calendriers qui arrêtaient au mois d'avril 1986, et puis le fameux manège, et encore la nature qui reprend ses droits sur cet espace abandonné. Bon, bref, tous ces éléments sont devenus, si vous voulez, une sorte de patrimoine culturel, un véritable imaginaire doué, bien évidemment, de sa propre esthétique. Et alors, je vais vraiment commencer par cette esthétique, par vous montrer un exemple que j'ai choisi parmi d'autres. C'est la série photographique qui s'appelle Chernobyl 25, réalisée par le photographe italien Stefano Schirato, justement à 25 ans de la tragédie. On va la voir rapidement, et ça donne, à mon avis, un exemple magnifique de ce dont on vient de parler. Donc on voit probablement encore des habitants qui sont restés malgré tout dans la zone, et il y en a pas, ils sont beaucoup, ils sont nombreux malgré la contamination. Ici, on est bien évidemment dans ce qui reste de la ville de Pripyat. Et sous les fonds, là, vous pouvez reconnaître un autre leitmotiv, l'icône même de la tragédie, la silhouette de la centrale avec sa cheminée. L'autre icône, c'est voilà le fameux manège qui aurait dû être inauguré le 1er mai 1986, donc il n'a jamais fonctionné en fait. Donc, voilà, c'était juste un exemple rapide, mais les patrimoines d'images des gens qui sont allés photographier, peindre, dessiner, filmer ces lieux est devenu énorme. Il y avait même les tourismes. Maintenant, c'est plus possible. À souligner ces caractères de rupture totale intervient Svetlana Alexievitch, dans un ouvrage qui lui a valu les prix Nobel, qui s'appelle La Supplication, affirme que 10 ans ont passé. Tchernobyl est devenu une métaphore, un symbole et même une histoire. Des dizaines de livres ont été écrits, des milliers de mètres de bandes vidéo tournées. Et puis, elle ajoute, il s'est produit un événement pour lequel nous n'avons ni système de représentation, ni analogie, ni expérience. Un événement auquel ne sont adaptés ni nos yeux, ni nos oreilles, ni même notre vocabulaire. Tous nos instruments intérieurs sont accordés pour voir, entendre ou toucher. Rien de cela n'est possible. Pour comprendre, l'homme doit dépasser ses propres limites. Une nouvelle histoire de sens vient de commencer. Et puis, encore, deux catastrophes ont coïncidé. L'une sociale, sous nos yeux, un immense continent socialiste a fait naufrage. L'autre cosmique, Tchernobyl. Plus d'une fois, j'ai eu l'impression de noter les futurs. Donc, si vous voulez, nous nous apparentons ici aux paroles de Moreau et Lapierre à propos de Bhopal qu'on avait vu la dernière fois. Quelque chose qui dépasse l'entendement. Sauf que, pour les raisons que nous avons évoquées, Bhopal n'avait pas eu le même impact de cette catastrophe cosmique. Et alors, je ne peux que me demander si la naissance de cette nouvelle esthétique ne soit rien d'autre qu'une tentative de faire face
à ces déficits cognitifs et interprétatifs dont nous parle là Alexievitch. Une manière, si vous voulez, pour offrir une représentation à ce qui ne peut pas être représenté. D'ailleurs, comment décrire d'un point de vue sensoriel la radioactivité? Nous ne la voyons pas, nous ne la sentons pas, elle ne fait pas de bruit, elle n'a pas de couleur. La seule chose est peut-être un goût métallique dont beaucoup de gens ont parlé, mais bon, ce n'est pas certainement suffisant. Et alors, si l'on devait s'arrêter ici, bon, Tchernobyl est vraiment la catastrophe qui fait rupture. Sur ça, il ne devrait pas y avoir doute. Mais il y a un problème. Il existe malheureusement un domaine dans lequel Tchernobyl ne constitue pas une rupture. Et je me réfère bien évidemment au domaine de la production d'énergie nucléaire. Aujourd'hui, à presque 40 ans de la tragédie, nous vivons encore et peut-être et probablement davantage dans l'âge atomique. Et alors, lisez le livre de Svetlana Alexievitch, regardez aussi la fameuse série HBO qui est sortie en 2019, ou encore un ouvrage essentiel, Tchernobyl, par la preuve, de Kate Brown. Les horreurs d'une contamination sans temps n'ont réussi nullement à plier les intérêts de cette industrie. Nous le savons très bien, la France est l'un des pays qui dépend le plus de cette source énergétique. Vous vous souvenez mieux que moi probablement comment les fameux nuages de Tchernobyl, pour une série de circonstances extrêmement rares, a contourné l'hexagone sans jamais y mettre les pieds. C'est vraiment magnifique. Et plus curieux encore est peut-être les cas de l'Italie, qui en 1986 avait ses propres centrales nucléaires, et qui après, dans le choc émotionnel, a renoncé au nucléaire. Mais par contre, cela a constitué un problème, parce que effectivement, les frontières italiennes sont blindées des centrales nucléaires, donc les résultats que nous payons très très cher, l'Italie paye très très cher l'énergie nucléaire, mais partage l'énergie importée, pardon, mais elle partage quand même les risques avec ses pays voisins. Donc matière pour le fameux dilemme nucléaire. Mais bon, quoi qu'il en soit, Tchernobyl n'a pas impliqué la fin de notre rapport à l'atome. Et pour un moment, on avait pensé que, voilà, les nucléaires, c'est sûr, c'est plutôt la gestion soviétique. Mais cela n'était pas suffisant à calmer les esprits. Alors, on a même dit, oui, non, ok, la gestion soviétique, c'était bien, c'était vraiment la conduite criminelle de quelques personnes qui a provoqué la catastrophe. Bon, nous l'avons vu à plusieurs reprises. On a eu les accidents de Windscale, de 3 Mile Island, des anticipations, des choses qui auraient pu tourner aussi à la catastrophe. Mais surtout, nous avons eu, après Tchernobyl, en 2011, il y a eu Fukushima, qui brise inexorablement cette narration, et qui est une catastrophe qui est aggravée par le fait que nous disposons d'un recul de plus de 25 ans par rapport à la tragédie. Donc, banalement, toute catastrophe, c'est toujours inévitablement les produits du système social, politique, même culturel qui la génère. Et alors, les responsabilités de la gestion soviétique sont absolument indéniables. Mais est-ce que nous sommes sûrs que cela suffit à tout expliquer? C'est l'histoire précédente qui nous l'a dit, et c'est surtout, malheureusement, les événements de Fukushima. Et surtout le fait que, malgré tout, après la nuit du 26 avril 1986, nous avons continué à jouer avec les atomes. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce s'est-il passé vraiment la nuit du 26 avril 1986? Il y a énormément de reconstitutions. Moi, je chercherais d'y aller vite. Donc, la radioactivité, pour aller vite, bon, après les études de Marie et Pierre Curie, il est très intéressant de noter comment il a fallu vraiment un bon moment pour que ces phénomènes de la nature soient considérés comme dangereux. Au contraire, au début, on a par exemple les cas de fameuses Radium Girls. Et c'était un groupe de petites jeunes filles, c'était des ouvrières qui, dans les années 1910 et 1920, travaillaient pour la United States Radium Corporation. Leur tâche était de pendre les cadrans des montres avec une teinture au radium. Entre-temps, elles utilisaient le radium pour se maquiller ou elles léchaient par exemple la pointe de leur pinceau. Et, sauf que dans l'espace de quelques années, leurs dents et leurs crânes se sont littéralement désintégrés.
Mais il y avait aussi des médicaments au radium. Hein. Il y avait des médicaments qui promettaient une rapide guérison de névrite, de rhumatisme. Il y avait même un magnifique sable pour enfants qui était très très propre et qui était vendu dans tous les magasins. Or, je vous rappelle que le radium est 2,7 millions de fois plus radioactif que l'uranium. Donc, à partir des années 30, on s'est rendu compte que, ok, d'accord, peut-être la radioactivité, ce n'est pas vraiment très très bon pour la santé. Mais on commence à comprendre qu'on peut faire un autre usage. C'est la guerre. Et la guerre, c'est toujours une merveilleuse occasion pour des avancées technologiques. La Seconde Guerre mondiale est l'occasion pour lancer aux États-Unis les projets Manhattan, une gigantesque entreprise militaire et industrielle qui nous conduira à l'espace seulement de quelques années à entrer dans l'âge atomique et, comme on a vu, même dans l'Anthropocène. Les D-12 1940D à Chicago ont mis en place les premiers réacteurs nucléaires. C'est les Chicago Pile No. 1. Il est tout petit. Et il n'y a aucune protection et Enrico Fermi, qui est physicien italien, qui est son concepteur, a dû vraiment passer beaucoup de temps à convaincre tout le monde que cela ne constituait pas un problème et que ses calculs étaient exacts. Il avait raison. Les calculs étaient exacts. Il n'y a pas eu d'explosion. Mais l'effort titanesque atteint son comble les jours même où on a décidé que l'Anthropocène a son début. Il est 5h29 et 21 secondes. On est le 16 juillet 1945 et dans les déserts du New Mexico, plus précisément à Alamogordo, a lieu la première explosion nucléaire de l'histoire. Le directeur du projet, Robert Oppenheimer, en observant la détonation derrière un abri, bien évidemment, prononce presque en transe ces mots. « Now I am dead, and now I am become the dead, the destroyer of worlds », qui est une phrase tirée par un texte sacré hindou, les Bhagavad Gita. Moins d'un mois plus tard, on le sait très bien, les Américains décident de tester cette nouvelle arme, non plus dans un désert inhabité, mais dans deux villes densément peuplées qui s'appellent Hiroshima et Nagasaki. Si vous n'avez pas encore lu Günther Anders, c'est bien le moment de le faire. Les ruines d'Hiroshima et Nagasaki, ainsi que leurs survivants, ont été traités comme une sorte de gigantesque terrain scientifique pour comprendre les effets de cette nouvelle arme. Et ce qui suscitait le plus de curiosité était justement la persistance de la radioactivité et ses effets sur la santé humaine. Et c'est fut ainsi que l'on a commencé bientôt au Japon à parler d'un mystérieux poison atomique. Mais c'est là, comme nous rappelle Kate Brown dans son bouquin, inquiétait énormément le général Leslie Groves, qui était le chef militaire du projet Manhattan. Effectivement, ces craintes étaient d'une certaine manière légitimes, parce que si la bombe atomique rentrait dans la même catégorie que les armes biologiques et chimiques, eh ben, les reshoots auraient été inimaginables. Tous les effets de la radioactivité, toutes les études qui parlaient de ces effets ont donc été sécrétées. Parce que sinon la bombe atomique aurait peut-être, serait rentrée dans les armes sales. Donc les Américains n'auraient pu jamais marquer leur différence, par exemple, par rapport à l'Allemagne. Juste pour un... Et c'est aussi pour cette raison, peut-être, que quelques années après, le président Dwight Eisenhower lance dans un fameux discours en 1953 le fameux projet « Les atomes pour la paix ». Et il est curieux de remarquer comment, malgré les efforts de Eisenhower, qui lance l'idée d'un nucléaire qui sert à produire de l'électricité propre et qui ne sert pas à faire des guerres, soit en réalité, un peu labile, une différence un petit peu construite. Or, pour simplifier, à la base, un réacteur nucléaire, les réacteurs nucléaires ont été conçus pour une simple raison, pour produire du plutonium, c'est-à-dire pour produire du combustible à mettre dans les bombes nucléaires. C'est seulement après qu'on a réfléchi et on s'est dit que peut-être toute la chaleur dégagée à l'intérieur de ces processus pouvait être transformée en vapeur et donc en énergie.
Et donc, voilà comment il soit un petit peu difficile de distinguer de manière si nette l'usage du nucléaire civil de celui militaire. Donc, on arrive à 1949, en 1949, même les soviétiques avaient réussi à déclencher leur explosion. Et bientôt, au début des années 50, au même moment où Eisenhower fait son discours et propose cette idée des atomes pour la paix, les deux puissances commencent à expérimenter la bombe H, qui est des centaines et des centaines de fois plus puissante que les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Donc, c'était la guerre froide. Donc les atomes pour la paix étaient probablement un miroir derrière lequel cachait une course à l'armement. Donc, la construction de la centrale nucléaire Vladimir Ilyich Ulyanov-Lénine de Tchernobyl commence dans les années 70. Il s'agissait de la première située dans l'État soviétique de l'Ukraine. Et elle était destinée à devenir la plus grande, mais aussi la plus sûre et la plus fiable. Les directeurs de ces projets s'appelaient Viktor Brukhanov. Et parallèlement à la construction de la centrale, commençons également la construction de la 9e atomograde de l'URSS. Une ville destinée, une ville nouvelle, comme à Cergy, comme à Créteil, comme il y en a dans le reste du monde, destinée à héberger les personnels de la centrale et toutes leurs familles. Ça s'appelait Pripyat, même nom de la rivière qui longe la centrale et qui lui fournit l'eau. La construction de la centrale fut néanmoins retardée par de nombreuses complications, par de nombreuses difficultés qui étaient typiques de la gestion soviétique. Repérage des matériaux, modification à la dernière minute, etc., etc. Or, l'équipement principal de cette centrale était constitué par des réacteurs RBMK 1000, réacteurs Bolchoï Maznosti Kanalny, refroidis à l'eau et modérés à la graphite. C'était une technologie que déjà dans les années 70 n'était pas vraiment à l'avant-garde, était considérée un peu obsolète, mais c'était relativement économique et très simple à installer. Le problème est que personne, sauf une poignée d'obscurs fonctionnaires et membres du KGB, n'était au courant qu'il y avait d'un défaut à la base de ces projets. Les défauts consistent dans le fait qu'à faible puissance, les RBMK sont très instables, ce qui n'est pas une bonne caractéristique pour un réacteur nucléaire. Bon, en simplifiant au maximum, bien évidemment, le réacteur RBMK est constitué par un noyau de graphite à l'intérieur duquel se trouvent des barres d'uranium qui sont les combustibles. Et ensuite, à côté, il y a 2 barres de contrôle qui agissent d'une certaine manière comme un accélérateur et un frein pour la réaction nucléaire. Donc, ces barres qui sont composées des bords peuvent être enfoncées dans les réacteurs ou retirées. Et en fonction du niveau de présence de ces barres dans les réacteurs, la réaction peut être plus ou moins puissante. Disons que plus de barres de contrôle il y a, moins de puissance aura les réacteurs. Et en théorie, il peut s'arrêter avec toutes les barres à l'intérieur, parce que les barres ont justement la fonction de ralentir la puissance. Au contraire, si on veut augmenter la réactivité, donc la chaleur, donc la production d'énergie, on va enlever un certain nombre de barres. Or, le réacteur numéro 4 de Tchernobyl disposait de 211 barres de contrôle, plus des 24 plus courtes qui montaient par les bas, donc vers les hauts, du bas vers les hauts, et qui étaient destinées à assurer la distribution uniforme dans toute la structure du noyau. Voilà. Donc, l'un des problèmes du réacteur RBMK était aussi que les barres rentraient dans les réacteurs à une vitesse relativement faible. Il fallait entre 18 et 21 secondes pour que les barres soient mises en place. Et ça, c'est un autre détail. Autre détail important est que, oui, la partie principale de la barre était constituée en bord, donc un matériel conçu pour réduire la radioactivité. Mais les pointes inférieures étaient faites en graphite, juste les pointes. Au final, cette pointe de graphite aurait dû se trouver
dehors le réacteur, mais dans le processus de mouvement, la graphite va traverser le noyau. Et la graphite, au contraire du bord, augmente la réaction. Pour un temps très court, l'augmente. Bon, il y avait déjà eu des problèmes. En 1983, on avait vu que ces systèmes n'étaient pas très sûrs comme on pensait. C'était à Ignalina, une centrale jumelle en Lituanie. Donc, on arrive à la construction numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. On construit 4 réacteurs à Tchernobyl. Dans les premières heures du 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 devait faire l'objet d'un test de sécurité. Il fallait tout simplement vérifier si, en cas d'une interruption d'électricité, le réacteur pouvait s'auto-alimenter juste le temps que le générateur d'urgence se mette en place. Ça peut sembler un paradoxe. Et oui, la plupart des réacteurs nucléaires, pour fonctionner, ont besoin d'électricité. Et c'est pas l'électricité qui produit, il faut aussi une source d'électricité externe. Pourquoi? Parce que cette électricité doit assurer le fonctionnement de tous les systèmes de contrôle, de gestion, tous les systèmes de sécurité, tous les systèmes de refroidissement, etc., etc. Donc, il semblerait un paradoxe, mais à la base, par exemple, de l'accident de Fukushima, il y a un problème similaire, c'est-à-dire le fait qu'à cause du tremblement de terre et du tsunami, la centrale est restée sans électricité, incapable de s'auto-alimenter. Donc, ces tests programmés au début pour le 25 avril visaient à vérifier si le réacteur numéro 4 pouvait, en cas d'une interruption de courant, s'auto-alimenter juste le temps que les générateurs diesel ne se mettent en place. Donc, en théorie, ces tests devaient avoir lieu l'après-midi du 25 avril. Mais on a dû les repousser. Pourquoi? Parce que l'Agence nationale de l'énergie avait demandé au chef ingénieur de la centrale, qui s'appelait Nikolai Fomin, d'éviter de faire les tests et donc de désactiver le réacteur au moment où il y avait la plus de demande d'énergie électrique. Je dis, faites-les s'il vous plaît la nuit parce que la demande est plus faible. Donc, on décide de repousser les tests à la nuit. Cela engendre un ultérieur problème fondamental. C'est que les personnels qui étaient en service le 25 après-midi étaient au courant, avaient été formés pour réaliser ces tests. Au contraire, les personnels qui étaient en fonction la nuit n'avaient pas été préparés, n'avaient reçu aucun briefing, seulement des instructions par écrit et même pas très précises. Un autre phénomène encore qui a contribué à ce qui adviendra par la suite. Les combustibles de l'unité 4, donc l'uranium, les barres d'uranium, arrivaient à la fin de son cycle. Les 75% de ces barres allaient bientôt être substitués. Or, un combustible usé est beaucoup plus radioactif parce qu'il a accumulé beaucoup plus de produits de fission et en même temps, il peut générer de la chaleur beaucoup plus rapidement. Il est donc, si vous voulez, un petit peu plus instable. Donc, pour effectuer ce test, il fallait porter les réacteurs à une puissance très faible et donc en faisant baisser beaucoup des barres de contrôle. À la tête de l'équipe qui se trouvait dans la salle de contrôle cette nuit-là, s'est trouvé un homme qui s'appelait Anatoly Dyatlov, qui était le deuxième ingénieur en chef de la centrale, un homme qui était réputé comme très compétent, mais en même temps très arrogant et très dur envers ses subordonnés. À côté de lui, les autres protagonistes sont les deux jeunes opérateurs de la centrale, Leonid Toptunov, 26 ans et depuis à peine 2 mois sur ses postes, et Alexander Akimov, 33 ans. Donc les choses ne vont pas bien depuis le début. Les instructions que les opérateurs avaient laissées étaient vraiment pas très claires. Au moment de baisser la puissance, le jeune Toptunov fait une erreur fondamentale. En passant du contrôle manuel à celui automatique, les barres de contrôle descendent beaucoup plus vite que prévu, alors la puissance qui aurait dû rester autour des 1500 MW, chute brutalement à 30 MW. À une puissance si faible, les réacteurs de ce type produisent un phénomène que les spécialistes appellent empoisonnement du réacteur. Oh, c'est quelque chose vraiment de très compliqué, moi je me limite vraiment à donner quelques mots. En fait, le réacteur produit un isotope qui est un gaz, qui est le gaz
Xeni 135, qui, pour ses qualités intrinsèques, absorbe et inhibe la réaction, donc ralentit encore plus les réacteurs. Or malgré cette erreur initiale, Dyatlov décide de procéder également au test et décide de rehausser la puissance du réacteur d'une manière assez rapide, ce qui va encore plus augmenter son instabilité. Il faut répéter que personne n'était au courant du défaut du projet de l'RBMK. C'était une technologie qui était considérée sûre, sans faille, soviétique, je dis simple mais efficace. Les réacteurs RBMK n'explosent pas. C'était une perspective qui était considérée tout simplement comme ridicule. Mais malgré tout, les deux opérateurs Topunov et Akimov signalent à plusieurs reprises que après une réduction si importante des puissances, procéder à un test et donc reporter en haut la puissance aurait violé beaucoup des procédures de sécurité. Mais bon, nous sommes en 1986 en URSS et l'autorité des Dyatlov, son pouvoir sur les carrières des jeunes est tel que leurs objections sont ignorées. Les tests se poursuivent, on arrive à 1h du matin. Après une demi-heure et les soulèvements de la moitié de barres de contrôle, la puissance ne remonte qu'à 200 MW. C'est encore trop peu. Le réacteur est empoisonné, mais ils ne le savent pas. Et alors, malgré l'ignorance des défauts, Dyatlov se laisse aller à une conduite criminelle. Il leur donne de faire remonter quasiment toutes les barres de contrôle pour essayer de remonter la puissance. Il y en a seulement 8 qui restent, contre un seuil minimum de 15. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, dans le réacteur, il devait toujours y avoir au moins 15 barres de contrôle. Normalement, les systèmes automatiques auraient dû empêcher cela, mais on était passé à manuel. Les tests commencent et après les récits deviennent beaucoup moins clairs, notamment parce que Topunov et Akimov sont morts peu de temps après l'accident. Avant de mourir, Akimov raconte que plusieurs alarmes l'ont poussé à activer le SCRAM, c'est-à-dire les systèmes d'arrêt d'urgence. Un bouton qui active immédiatement la descente de toutes les barres de contrôle qui vont donc étendre les réactions et qui doit empêcher la naissance de tout problème, quoi. C'est une sorte de gilet de sauvetage, un dernier recours. Bon, c'est vraiment un débat très complexe pour lequel il faut vraiment avoir, je pense, au moins un doctorat en physique pour comprendre exactement ce qui va se passer à l'intérieur du réacteur numéro 4. Moi, ce que j'ai compris hors de tout doute, c'est que si les barres sont faites en bord qui arrêtent la réaction, au contraire, la pointe des graphites, quand il est rentré, a fait grimper la puissance du réacteur pour un instant. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe? À 1h23 minutes 40 secondes, on appuie sur les boutons, les barres descendent, et au bout d'un moment, leur descente s'arrête brutalement. Pourquoi? Et voilà, parce que la graphite a fait monter la radioactivité, la chaleur est augmentée au point que les guides des tuyaux se sont déformés, et donc les barres sont bloquées. Et il y a la partie des graphites qui est bloquée à l'intérieur du réacteur, beaucoup plus que la partie du bord. Donc à 1h23 minutes et 58 secondes du 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 explose et détruit entièrement la couverture du réacteur qui est exposée en plein air. 50 tonnes de combustible nucléaire vaporisé sont projetés dans l'atmosphère en créant les fameux nuages radioactifs qui se baladent en Europe, pas en France, en France il ne s'est pas baladé. 700 tonnes de matériel hautement radioactif, essentiellement de la graphite, sont répandus tout autour de la centrale. Bon, la suite, on commence à la connaître déjà, ça fait déjà partie de l'histoire. Les réacteurs RBMK ne peuvent pas exploser, mais j'ai vu les réacteurs exploser, j'ai vu les réacteurs exploser, dit quelqu'un à Dyatlov. Ben non, c'est du délire, c'est pas possible. Et plusieurs heures se passent comme ça. On est dans les dénis total. À Moscou, les nouvelles parviennent vraiment au compte-gouttes et surtout, on cherche vraiment à minimiser. Même les mesurations de la radioactivité sont trompeuses parce que la valeur indiquée dans les dosimètres, c'est la valeur maximale.
Et alors, qui est élevé, mais qui n'est pas une tragédie. Et justement, parce que les compteurs ne peuvent plus aller au-delà. Donc, on commence à transmettre même des informations erronées. Et donc, tout le monde reste en place. Malgré tout le monde reste en place. Personne ne fuit. Au contraire, tous les personnels, malgré les dénis de Dyatlov et des autres chefs de la centrale, Fomin et Brukhanov, tout le monde reste à éviter d'autres explosions, à essayer d'éteindre l'incendie. Et il a fallu environ 48 heures pour se rendre compte à quel point était grave la situation. Déjà, en outre, comme on se souvient, les nouvelles avaient déjà fait un petit peu le tour du monde parce que les nuages radioactifs avaient été détectés en Suède et on avait déjà identifié qu'ils venaient de l'Union soviétique. Et on attend aussi 48 heures et ça c'est vraiment criminel, pour évacuer les 50 000 habitants de la ville de Pripyat, qui, comme on le sait, ne reverront plus leur maison. Donc voilà, commence une autre histoire à ce moment-là. Pour l'instant, nous avons vu une série de conduites absolument criminelles, inqualifiables. Projet d'effectuer un secret criminel sur une omission d'informations vitales. Et puis des comportements illogiques, même à niveau individuel, Dyatlov en particulier. Et des comportements illogiques aussi de la bureaucratie locale. Retard dans l'évacuation, déni, informations envoyées à Moscou avec imprécision. Bon, tous des éléments qui témoignent ce qui était de facto les dysfonctionnements du système soviétique. À partir de ce moment, par contre, commence l'autre face de la médaille. On commence la liquidation, c'est-à-dire le mot que l'on emploie pour décrire tous les efforts faits après l'accident pour éviter que cette catastrophe gigantesque ne tourne en apocalypse. Ceci est une histoire qui, au contraire, est faite de sacrifice, héroïsme, et c'est pour ça peut-être qu'on l'a appelée la bataille de Tchernobyl. La référence était bien évidemment la bataille de Stalingrad, on y arrivera. Donc d'abord, on a l'histoire des pompiers envoyés sur place sans aucune protection et qui ont été mortellement irradiés. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans un corps humain quand il reçoit une dose mortelle de radiation, vous n'avez qu'à lire le premier chapitre de La Supplication de Svetlana Alexievitch, ou regarder aussi l'épisode concerné dans la série Tchernobyl, celle qui notamment s'inspire du récit de l'Alexievitch. Et puis l'extinction de l'incendie de l'intérieur, en jetant par hélicoptère des milliers de sacs de sable des bords, par le toit, par les hauts. Puis il a fallu vider l'eau du bassin de suppression qui s'est trouvé en dessous du réacteur. Pourquoi? Parce que si les magmas radioactifs auraient atteint cette eau, une explosion aurait effacé littéralement une bonne partie de l'Europe de l'Est. Et alors 3 volontaires ont plongé dans l'eau radioactive et ils ont actionné manuellement les vannes. Contrairement aux mythologies, ils ont survécu malgré l'hostilité de cet environnement. Et c'est pas fini, il a fallu creuser un tunnel de 150 mètres sous la centrale pour installer un système de réfrigération afin d'éviter que ce fameux magma n'atteigne encore la nappe phréatique, donc encore risque d'explosion et de contamination de tous les bassins hydrographiques de la région. Donc pour cela, on a fait recours à quelques centaines de mineurs parmi les fameux mineurs du Donbass. Ensuite, on a enlevé 300 000 mètres cubes de terrain contaminé, une couche de 8 cm. On a éliminé tous les animaux domestiques qui auraient pu, d'une certaine manière, répandre la radioactivité. On a libéré ensuite les toits et les alentours de la centrale des morceaux de graphite, probablement les morceaux les plus radioactifs de toute l'histoire de l'humanité. On avait essayé avec des robots conçus pour aller sur la Lune, sur Mars, etc. Mais la radioactivité était tellement forte que tous les circuits électriques, après 10 ou 15 secondes, étaient immédiatement endommagés. Mais les hommes ont réussi. En travaillant quelques minutes chacun, ils ont réussi. Là où les machines ont échoué, disaient les dictons, les Russes ont réussi.
Et enfin, on a construit le fameux premier sarcophage en béton et acier qui a couvert de manière provisoire les réacteurs, hein, une structure en béton et acier gigantesque construite voilà, dans des conditions hostiles, pour employer un euphémisme. Tous les hommes et les femmes qui ont participé à cette titanesque opération, qui a duré des années, on les appelait les liquidateurs. Ils sont environ 600 000 à avoir participé. Hein. Mais il est vraiment très difficile d'obtenir des statistiques claires et des chiffres sur leur sort. Au final des tout, on a délogé environ 400 000 personnes à différentes périodes. Mais bon, cela n'a pas été suffisant. La question du bilan humain de Tchernobyl est encore une fois une question gigantesque. Et il est vraiment difficile de l'aborder sereinement, parce que les sources officielles, et ce n'est pas que les sources anciennement soviétiques, c'est aussi les sources de l'IAEA, de l'Institut pour l'énergie atomique, parlent officiellement des 65 morts, et plus peut-être 4000 suite aux conséquences sanitaires. Mais vous comprenez bien que face à une tragédie de cette ampleur, on est dans les ridicules. Il y a énormément de rapports indépendants qui revoient ces chiffres à la hausse, bien évidemment, et les personnes exposées aux radiations se comptent en millions, même pas en centaines de milliers. Pour cela, plutôt que de vous citer telle ou telle expertise, je préfère vraiment vous renvoyer directement à l'ouvrage que j'ai déjà cité, qui est Tchernobyl par la preuve, de Kate Brown, édité chez Actes Sud, et qui se concentre justement sur les questions sanitaires liées à la tragédie. Et là, le récit est vraiment effrayant. Alors, le problème, l'un des problèmes est que, comme je vous avais anticipé, il y avait encore les enjeux de la guerre froide. Donc, tout de suite après la catastrophe, les Occidentaux ont eu la tentation d'utiliser les désastres pour discréditer le système soviétique. Mais cette tentative, cette envie, fut vite fait dépassée par les dangers que ces tragédies constituaient pour toute l'industrie nucléaire, qui était probablement plus importante que la guerre froide elle-même. Et effectivement, ces gigantesques processus de minimisation qui perdurent encore aujourd'hui n'a pas été uniquement dû à l'appareil politique soviétique, mais aussi à la concurrence de tous les membres de l'IAEA, qui bien évidemment avaient intérêt à préserver les enjeux de ces fameux atomes pour la paix. Et donc, au final, que s'est-il passé? On a endossé les responsabilités aux opérateurs en service la nuit. Anatoly Dyatlov, avant tout, et Toptunov et Akimov aussi, mais ils étaient morts dans des horribles souffrances à cause de la radiation. Et aussi, bien évidemment, mais aussi à Brukhanov et Fomin, qui étaient les responsables du projet de la centrale. Valéry Legasov, premier vice-directeur de l'Institut Kourchatov pour les études nucléaires, et qui a dirigé entièrement les opérations de liquidation en première ligne, donc en subissant lui aussi un fort processus d'irradiation. C'était celui qui avait présenté à Vienne le fameux rapport sur la tragédie, un rapport complètement faussé. S'est suicidé la nuit du 26 avril 1988, apparemment à 1h23, juste. Et dans les messages qu'il a laissés, il dénonçait justement les pressions énormes subies pour ne pas révéler quoi? Pour ne pas révéler les défauts du réacteur RBMK, défauts dont lui-même n'était pas à connaissance avant la tragédie. Donc, revenons un petit peu aux liquidateurs, donc à ceux qui ont combattu cette fameuse bataille contre la radioactivité. Andrew Lederbach, qui est un essayiste, qui a écrit une excellente reconstitution des événements, affirme que ce qui est indéniable est le courage démesuré de ces hommes. S'il y a une chose que j'ai entendu répéter à l'unanimité pendant mes recherches de toutes mes sources, c'est que les gens étaient disposés à faire tout ce qui est nécessaire. Des milliers d'hommes et de femmes ont renoncé à leur propre vie, à leur propre santé pour nous tous. Bon, c'est probablement un peu trop romantique comme reconstitution. Et à ces sujets, il vaut mieux peut-être se référer aux récits de Svetlana Alexievitch qui sont beaucoup plus nuancés et qui nous permettent de retrouver le juste milieu entre les deux mythologies qui ont accompagné l'histoire des liquidateurs,
Quelles sont ces mythologies? La première mythologie est celle vraiment de cette masse des héros qui abordent tous les dangers avec courage, abnégation et en pleine conscience. La mythologie opposée, vice-versa, est celle qui voit cette masse au contraire d'imbéciles qui ne savent rien et qui sont envoyés à faire ce travail comme de la chair à canon. Bon, bien évidemment, moi, je suis convaincu que la vérité se situe au milieu et d'ailleurs les sources les confirment. C'est clair que les autorités furent extrêmement réticentes, pour employer un autre euphémisme, à propos des risques et des effets de la radioactivité. Mais également, je peux vous dire, moi, j'ai vraiment du mal à imaginer 600 000 imbéciles qui ne sont au courant de rien. Donc, nous allons rentrer, si vous voulez, un peu dans le vif du sujet. Donc, un sujet complexe dans lequel, bien évidemment, tous les faits, tous les données, toutes les données de cette histoire, c'est de la place inévitablement à des opinions, à des réflexions, à des arguments sur lesquels difficilement nous trouverons jamais un consensus. Or, pour comprendre les liquidateurs, pour comprendre ce que Tchernobyl a signifié peut-être aussi dans l'effondrement du système socialiste, nous devons revenir un petit peu en arrière. Il nous faut remonter à une autre nuit tragique pour la Russie et pour le monde entier probablement. C'est le Vendée juin 1941. C'est-à-dire quand Hitler, malgré l'existence du pacte de non-agression avec l'Union soviétique, le fameux pacte Molotov-Ribbentrop, lance l'opération Barbarossa, c'est-à-dire une guerre d'anéantissement colonial contre l'URSS, qui, dans les intentions de Hitler, aurait dû fournir à l'Allemagne son Lebensraum, son espace vital, et avec cela, plusieurs millions de nouveaux esclaves. Et d'ailleurs, dans la doctrine nationale-socialiste, les Slaves étaient considérés des Untermenschen, des sous-hommes. Les buts d'Hitler étaient clairs. Il voulait faire en Russie, et en très peu de temps, c'est que les autres pays coloniaux avaient fait ailleurs, en Afrique, en Asie, depuis quelques siècles. Or, Staline n'était certainement pas un idiot non plus, et il savait bien évidemment que tôt ou tard, Hitler l'aurait attaqué. Mais il pensait d'avoir plus de temps. Il pensait que les Allemands n'auraient pas osé ouvrir un deuxième front. Il y avait encore la guerre à l'ouest contre l'Angleterre, contre ce qui restait de la France. Et voilà, donc il pensait avoir plus de temps. Et vous savez que dans la Russie de Staline, comment dire, les convictions du chef font office de vérité, bien évidemment. Et alors, quand l'armée allemande commence à se déverser littéralement en Russie, aux premières heures du 22 juin, on a décidé que c'était une provocation. D'ailleurs, tous les indices d'une invasion imminente que les services de renseignement soviétiques avaient fournis à Staline avaient été liquidés de cette manière. Ce ne sont que des provocations pour nous faire entrer en guerre. C'est peut-être les Occidentaux qui veulent à tout prix nous faire entrer en guerre contre l'Allemagne. Donc l'offensive de la Wehrmacht est foudroyante. Et en quelques jours, les colonnes blindées avancent de plusieurs centaines de kilomètres. Les avions soviétiques se font mitrailler, cloués au sol. C'est vraiment la paralysie. Non, les Allemands n'attaquent pas, c'est une provocation. C'est un peu comme la nuit du 26 avril. Hein. On regarde un réacteur éventré, un réacteur qui explose devant tes yeux. Non, les réacteurs RBMK ne peuvent pas exploser. Mais bon, quoi qu'il arrive, comme toujours, après la réalité s'impose à coup de... dans ces cas, à coup de mort, à coup de prisonniers. Staline fait sa crise nerveuse quand il réalise la réalité. Et les Allemands donc avancent avec la complicité et la passivité des généraux soviétiques qui étaient paralysés par quoi? Et bien évidemment, ils étaient paralysés par la peur de prendre une initiative que voilà, pouvait leur coûter quelques petites années de goulag. Donc, tous les historiens sont généralement d'accord à attribuer la responsabilité de ces désastres à la lenteur d'un appareil militaire paralysé par des erreurs de calcul et par ces pouvoirs staliniens qui ne permettaient vraiment pas de garder une quelconque lucidité sur la situation. Bon, c'est vrai, l'Allemagne aussi disposait d'un excellent armée, mais cela ne peut pas suffire à expliquer comment en quelques mois les Allemands ont réussi à mettre sous siège Leningrad pour 900 jours, à arriver par la suite à Moscou et à menacer les Caucases.
Pendant donc plus d'un an et demi, l'Union soviétique a été sur les points de tomber. Mais les défaites, d'une certaine manière, ne sont pas toutes les mêmes. Dans ces cas, la défaite, c'était quoi? C'était l'anéantissement. C'était l'anéantissement en tant que nation, en tant que peuple. Tout, c'était Lebensraum, Untermenschen. Donc, on arrive à l'été 1942, et pendant l'offensive que les Allemands mènent de la Volga vers les Caucases, l'offensive qui ensuite aura son comble avec la fameuse bataille de Stalingrad, c'est-à-dire le tournant, l'an de tournant de la Seconde Guerre mondiale. Le 28 juillet 1942, dans le désespoir pour cette nouvelle offensive, Staline émane le fameux ordre 227. Pas un pas en arrière. Il est passé à l'histoire sous ce nom. Ce n'était quoi? C'était rien d'autre que de mesures très très sévères, les pelotons d'exécution, pour tous ceux qui hésitaient même d'en mettre face à l'ennemi ou ceux qui se retiraient sans autorisation. Or, en termes de guerre, ce n'est pas malheureusement la première fois. Nous savons tous ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Nous avons vu tous, j'espère, le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire. Mais les carnages du 14-18 nous ont appris aussi une chose. On peut obliger un soldat à ne pas se retirer. On peut l'obliger un soldat à avancer et on peut même l'obliger à se faire tuer. Il y a seulement une chose à laquelle nous ne pouvons pas obliger un soldat, c'est de gagner. Parce que pour gagner, la coercition rarement est la solution. Pour gagner, il faut quelque chose d'autre. La Première Guerre mondiale, d'ailleurs, c'est ça. C'est une guerre, au final, sans gagnant sur les terrains. On n'a rien obtenu. Donc, la directive 227 arrive à l'été 42, après Stalingrad. Et après Stalingrad, on a passé la vague. Ça commence un parcours qui va nous conduire jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au drapeau rouge qui va être mis sur le Reichstag à Berlin en 1945. Et D'ailleurs, pour comprendre ces parcours, ces sacrifices, c'est quelque chose que, à mon avis, on oublie souvent de souligner, c'est que le peuple russe a payé avec 27 millions de morts environ la Seconde Guerre mondiale, dont moins qu'un tiers étaient des soldats. Donc, les désastres, c'est notamment les désastres industriels, c'est dont nous nous occupons ici, ils peuvent souvent être évités. Mais ce sont des désastres qu'une fois qu'ils arrivent, une fois qu'ils se déclenchent, allez à Jagda Est, les jeux sont faits, il faut y remédier. Remédier devient souvent une nécessité, un impératif qui n'a pas d'alternative, une question de vie et de mort. Et alors c'est peut-être ici que se situe un peu comme la Seconde Guerre mondiale, l'essence de ce qu'on appelait la bataille de Tchernobyl. Effectivement, elle est née d'une manière similaire. Elle débute avec un déni, un incompréhensible déni, la paralysie, la passivité, l'incapacité des bureaucrates d'assumer une quelconque responsabilité vis-à-vis de ce qui allait se produire. Et après qu'est-ce qui s'est passé? Après, il a fallu éviter les pires. Parce que les pires n'étaient pas viables, parce qu'il n'y avait pas d'alternative. C'est une explosion au milieu de l'Europe centrale qui aurait vraiment effacé toute forme de vie dans les rayons de milliers et de milliers de kilomètres. Quelqu'un devait faire ce qu'il fallait faire. Tous les efforts des liquidateurs que l'on a été obligés de faire, c'est calculer en vie. Elles n'avaient même pas un coût économique. Ils avaient un coût en vie. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment lire avec attention les interviews de Svetlana Alexievitch. À la fin de tout ça, un groupe d'hommes est monté sur la cheminée pour mettre un drapeau rouge. Bon, c'est un peu romantique, mais c'est un drapeau rouge sur lequel était marqué, ici on ne les voit pas, c'était marqué « Le peuple soviétique est plus fort que l'atome ». Bon, c'est vrai, c'est faux. Éviter les pires, on peut les considérer une victoire, mais quand on est face à une tragédie de ce genre, parler des victoires, ça me laisse des doutes. Les guerres finissent, tôt ou tard les guerres finissent, on compte les morts, on reconstruit. La contamination radioactive va perdurer pour des temps qui dépassent l'histoire de l'humanité. C'est un désastre sans temps, c'est un désastre qui n'a pas de fin. Un jour,
un jour, dans des milliers d'années, on ne parlera plus de tout ça, on ne saurait plus rien peut-être de Tchernobyl, de la guerre, de l'OTAN, des Poutine, des Biden, de tout ça. Il n'y aura peut-être plus rien de notre monde, mais une chose restera, c'est la radioactivité de Tchernobyl. Et l'autre, la radioactivité nous dépassera notre même histoire. C'est pour ça que dans une interview faite à Anna Petrovna, Alexievitch dit « Tchernobyl, c'est une guerre au-dessus des guerres. L'homme ne trouve son salut nulle part, ni sur la terre, ni dans l'eau, ni dans les ciels. » Ce qui reste pour nous, c'est alors l'histoire de ces liquidateurs. Ce qui reste est un devoir que l'on fait pas uniquement par coercition. On les fait parce qu'il faut les faire. Il faut que quelqu'un les fasse. Et alors, voilà les petits fils qui pourraient lier l'histoire de la Grande Guerre patriotique ou de la Seconde Guerre mondiale en URSS et Tchernobyl. Et il ne nous reste que trouver une conclusion. Mais quelle conclusion pouvons-nous offrir à la tragédie par excellence, à la tragédie sans temps? Comment arriver à englober, bon, moi j'essayais de le faire en 1 heure, mais même disposer de plus de temps, je suis pas sûr que ça puisse suffire. Comment englober toute une histoire, toute une mémoire, comment englober l'expérience des millions de personnes qui d'une manière ou d'une autre ont subi cette histoire et qui aujourd'hui cherchent désespérément une mémoire. Les liquidateurs, ceux qui ont été déplacés, ceux qui ont eu des maladies horribles, ceux qui ne sont pas encore nés et qui continueront à naître avec les signes de cette tragédie. Si Tchernobyl, plus que tous les restes, constitue la quintessence de la catastrophe, cela est dû peut-être à sa capacité de produire inévitablement des réflexions dans quasiment tous les domaines de l'humanité. C'est ça l'idée peut-être d'une catastrophe totale. Il n'y a pas un seul domaine de notre existence en tant que société, mais aussi en tant qu'espèce biologique, qui ne peut pas trouver quelque chose à Tchernobyl. L'énergie nucléaire, les rapports à la nature, à l'industrialisation, au progrès, à la vie, à la mort, à la mémoire, c'est à toute l'histoire de nos représentations, l'histoire de ce que l'on peut et de ce que peut-être l'on ne peut pas représenter. C'est pour ça alors que l'esthétique et les recours à la philosophie, l'événement total s'avère nécessaire d'une certaine manière. Et alors, Anthropocène, Capitalocène, on aurait pu parler aussi d'Atomocène, pourquoi pas? D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, après des années et des années de débats, les géologues ont trouvé un accord sur les débuts conventionnels de l'âge de l'Anthropocène. C'est un début qui dispose d'une heure précise, d'une date, 5 heures, 29 minutes et 21 secondes du 16 juillet 1945. La première explosion nucléaire de l'histoire à Alamogordo. Celle qui a fait chuchoter à Oppenheimer la fameuse citation du Bhagavad Gita. Now I am dead, the destroyer of the world. C'est comme ça que l'Anthropocène débute, du moins par convention. Et alors, inévitablement, la conclusion que je peux vous offrir ne sera que partielle, insuffisante. Elle concerne, comme je vous avais dit au début, les rapports entre cette catastrophe et la chute de l'URSS. Une autre catastrophe toujours racontée dans un autre ouvrage par Svetlana Alexievitch, l'ouvrage c'est Homo Sovieticus. En 2006, sans hésiter, Gorbatchev, dans une interview, a affirmé que la vraie cause de la chute de l'URSS, c'est fut Tchernobyl. Probablement, d'un point de vue économique, il n'avait pas tort. Pensez effectivement à tout ce que ça a coûté, la liquidation. Et non seulement en termes de vie humaine, mais aussi vraiment en termes de prix économique. Or, moi, je pense qu'il soit vraiment impossible ni de confirmer ni d'infirmer les paroles de Gorbatchev. Certainement, les systèmes soviétiques étaient très dysfonctionnels bien avant le 1986. Ce qui est certain, c'est que la tragédie a quand même détruit les fondements sociopolitiques et surtout idéologiques de cet essai historique que l'on appelle correctement le socialisme réel. Souvenez-vous d'ailleurs du fameux slogan de Lénine que moi j'ai mis avant par erreur dans mon PowerPoint. Le communisme
c'est les pouvoirs soviétiques plus l'électrification du pays. Et alors, voilà, avec un peu de romantisme, ce rêve socialiste s'est cristallisé dans les ruines vidées de la ville de Pripyat, une ville qui n'était pas comme les autres, une ville qui ne sera jamais comme les autres. Qui sait alors, peut-être sans Tchernobyl, l'URSS aurait, je sais pas, aurait peut-être abordé une transition réformiste, un passage plus souple, ou qui sait, une restructuration socialiste, un nouveau congrès, qui peut le dire? Là, on tombe vraiment dans les domaines de l'Uchronie. Ça aurait été un bien, un mal, qui sait? Une chose est claire, je pense que tout le monde aurait bien renoncé à l'explosion d'un réacteur. Et tout le monde aurait renoncé à ça en cherchant également de parvenir d'une autre manière à la connaissance des risques de l'atome, avec ou sans le socialisme réel. Et alors, pour conclure, qu'est-ce que nous apprend Tchernobyl à propos de l'expérience du socialisme réel, à propos de la plus grande expérience sociopolitique non capitaliste de l'époque moderne? Quand j'ai introduit mon cours au tout début, sur les désastres industriels de l'Anthropocène, moi j'ai toujours bien veillé à utiliser des termes précis, des termes choisis. Et moi je reste convaincu, comme beaucoup d'autres, que la crise climatique et environnementale actuelle, tout comme les catastrophes industrielles qui sont étroitement liées, soit les résultats directs et indéniables de l'affirmation d'un système politico-économique et social qui est celui du capitalisme industriel. Et un jour, quelqu'un m'a demandé « Et Tchernobyl ? Pourquoi tu parles toujours des capitalismes industriels? Tchernobyl s'est produit pendant le socialisme. » La question, effectivement, était pertinente. Le terme socialisme réel sert à marquer quoi? Sert à marquer l'opposition historique entre un projet théorique des sociétés nouvelles, les communismes, et les tentatives faites historiquement, notamment au XXe siècle, pour essayer de réaliser ces projets. Ces tentatives, on les appelle justement les socialismes réels, afin de souligner l'écart entre les projets, l'idéologie et leur matérialisation concrète et historique. Or, que le socialisme réel a été un échec, il n'y a pas de doute. Mais je pense néanmoins que pour des raisons bien évidemment politiques, nous avons liquidé cette expérience un peu trop rapidement et avec trop de superficialité et de manichéisme. L'échec de cette expérience se serait manifesté avec ou sans Tchernobyl. Mais cette tragédie peut nous permettre, je pense, une réflexion. Il y a des aspects que l'humanité entière, je pense, aurait dû quand même retenir de cette expérience. Et ce sont les aspects que seulement la liquidation de Tchernobyl a réussi à mettre en exergue. C'était une idée de sacrifice collectif. C'était l'idée peut-être d'agir non seulement comme des individus, mais comme partie de quelque chose d'un peu plus grand. Agir au nom d'un projet collectif et humain. Bon, l'idée d'un projet de progrès réel conçu évolue comme une amélioration de la condition humaine collective. Et ça, c'est un héritage que l'humanité entière devrait récupérer aujourd'hui plus que jamais. Cela ne veut pas dire que le socialisme réel était ça, était bien loin de ça. Mais ces systèmes avaient quand même créé des hommes et des femmes qui voulaient agir pour ça, au moins dans une perspective future. Et alors, de tous les indénombrables défauts de cette expérience, je laisse de côté les horribles parenthèses staliniennes, il y a un défaut qui, à mon avis, a décrété l'échec de l'expérience socialiste. Il y a un domaine dans lequel les socialistes soviétiques n'ont jamais réussi à se rendre réellement différents du modèle auquel ils s'opposaient. Et c'est un domaine crucial, essentiel pour le capitalisme. C'est l'exploitation de l'homme sur la nature, à l'échelle industrielle. De ce point de vue, le socialisme réel n'a été qu'une copie du monde capitaliste auquel il s'opposait. Et sans se débarrasser de cela, aucun projet socialiste n'est possible, aucun projet d'émancipation n'est possible. Alors le socialisme n'a pas implosé, il a tout simplement perdu, parce qu'il a voulu rentrer en compétition avec le capitalisme, une compétition dans un domaine qui en théorie ne devait même pas lui appartenir, un domaine pour lequel le capitalisme ne connaît pas des rivaux.
Et alors, penser de construire une alternative au système capitaliste sans renoncer à l'exploitation est bien évidemment une expérience qui est vouée à l'échec, avec ou sans Tchernobyl. Et alors, c'est pour cela que les désastres industriels, tout comme la crise climatique et environnementale, sont et resteront un pur produit du capitalisme du 19e siècle. Le socialisme n'a rien inventé, c'est là. Au contraire, la plus grande erreur de cette expérience a été celle justement de ne pas avoir été capable de se détacher de cette logique. Une logique qui demeure encore aujourd'hui dominante. Et alors je termine avec une citation de Sergueï Gourine, qui était cadreur de cinéma liquidateur à Tchernobyl. Une citation bien évidemment tirée par Svetlana Alexievitch. La citation est la suivante. « L'homme n'est pas un héros. Nous ne sommes tous que des vendeurs d'apocalypse, plus ou moins grands. » Et alors, sur cela, je vous remercie. Je vous invite à lire la supplication de Svetlana Alexievitch, prix Nobel, Tchernobyl par la preuve de Kate Brown, de regarder avec attention Tchernobyl, la série de Craig Mazin, de regarder aussi l'extraordinaire film de Miral Boganim, La Terre outragée, et encore les documentaires La bataille de Tchernobyl de Thomas Johnson, et aussi essayer aussi de regarder les photographies de Igor Kostin. Et sur cela, merci et à la prochaine séance finale.